Retrouvez Pour le climat, agir ici et maintenant, une émission présentée par Sam Cohen. Chers auditeurs et auditrices de Radio JM, je suis très heureux, comme chaque semaine, de vous retrouver pour mon émission Agir pour le climat, ici et maintenant. Et comme chaque semaine, je vais vous partager un peu les événements qui ont trait au climat, au dérèglement climatique. Aujourd'hui, les faits concernant le dérèglement climatique parlent d'eux-mêmes. En Asie, des pluies cataclysmiques et des glissements ont dévasté des régions entières. Dans l'océan, une vague de chaleur marine s'étend sur des milliers de kilomètres, perturbant le climat et menaçant la vie marine en Europe. En Europe, des études alertent sur l'augmentation des canicules marines et leurs effets sur nos côtes. Et à l'échelle mondiale, le blanchissement massif des récifs coralliens témoigne de l'urgence permanente. Face à ces signaux convergents, il ne s'agit plus de prédire le futur, mais d'agir maintenant. Et pour nous guider dans cette voie, nous avons aujourd'hui, une nouvelle invitée que je suis heureux d'accueillir, Marianne Morini, de la Cité des Transitions, qui va vous partager ses initiatives pour faire la transition à l'échelle locale. Marianne, je vais rapidement te présenter, mais tu pourras compléter ce que certainement j'aurais oublié. Donc, j'ai vu sur LinkedIn, tu es ingénieur de formation, passionné par l'innovation consciente, c'est important, et les projets territoriaux. Et tu occupes aujourd'hui le poste de responsable du développement de la Cité de la Transition. La Cité des Transitions, je le rappelle, c'est une plateforme marseillaise qui fédère les forces vives du territoire œuvrant à la transition écologique, sociale et économique. Elle joue le rôle de réseau catalyseur, promouvoir les initiatives locales, soutenir les acteurs d'un territoire durable, faciliter les coopérations entre associations, collectivités et citoyens. Dans ces actions, la Cité des Transitions valorise des lieux totems, tu nous diras ce que sont ces lieux totems dans les quartiers, travaille à l'ancrage local des transitions et se positionne comme centre de ressources pour le partage des bonnes pratiques. Avec toi, nous allons explorer comment ce réseau agit concrètement sur Marseille et comment il peut inspirer d'autres territoires. Marianne, je te donne la parole, je te laisse continuer à te présenter et nous parler de cette cité. Ça marche. Merci déjà Sam pour l'invitation sur cette émission. Avec plaisir. Je suis très heureuse d'être là et de pouvoir parler de la Cité des Transitions et de pouvoir discuter avec toi. Tu l'as très bien expliqué, donc la Cité des Transitions, c'est une association qui est basée à Marseille mais qui n'intervient pas qu'à Marseille, on intervient sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et donc c'est un réseau d'acteurs et d'actrices qui sont engagés dans les transitions écologiques et sociales. Donc ça veut dire qu'on croit au principe que si on s'y met à plusieurs, on va arriver à faire plus de choses, plus de projets, plus d'événements, plus d'impact in fine, et donc accélérer la transition du territoire. C'est vraiment ça notre maître mot. Voilà, donc avec ce réseau d'acteurs, on vise à inspirer les citoyens et à leur faire découvrir plus d'initiatives, parce que on va dire que sur une plateforme, tu as parlé de plateforme, et c'est vrai qu'on est une sorte de plateforme virtuelle et physique. Mais c'est vrai qu'en accédant à cette plateforme, les citoyens finalement découvrent plus d'initiatives. Donc c'est un peu ça notre parti pris. Tu as parlé de lieu totem. C'est dans cette même idée, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on a un réseau d'acteurs, ça veut dire que surtout il y a des acteurs qui font, et c'est auprès de ceux-là qu'on intervient. Ça peut être des associations, ça peut être des entreprises, ça peut être des collectifs de citoyens, toutes forme possible, mais en tout cas c'est ces acteurs-là et ces actrices-là qu'on montre, et ces lieux, puisque parfois aussi ils sont organisés en lieu. Il y en a plein au sein, par exemple, si je ne cite que Marseille, des endroits comme le Tiers-Lave des Transitions, des endroits comme le Récif, comme la Ruche, voilà, il y a beaucoup comme le QG des écoacteurs, comme le QG des écoacteurs, exactement, que tu connais très bien. Voilà, donc c'est aussi l'idée de fédérer sur cette fameuse plateforme aussi les informations sur ces lieux, puisque c'est parfois des très bonnes portes d'entrée pour aller à la découverte d'initiatives et agir pour des citoyens. Voilà, quelques mots sur la cité. Et effectivement, moi, j'en suis la responsable de développement. Et donc, ça fait 1 an et demi que j'occupe ce poste et que j'œuvre à développer la cité et surtout son réseau d'adhérents. Parce qu'encore une fois, on agit au service de nos adhérents. C'est surtout ça qui nous anime.
Du coup, tu me tends une perche. Comment vous êtes financé? Comment vous vous financez? Ouais, très bien. Alors, donc, on est une association indépendante, ça c'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une liberté d'action puisque la gouvernance de cette association, ce sont ces acteurs et ces actrices de terrain. Donc, on n'a pas de financeurs au sein de notre gouvernance et c'est important. Par contre, on a plein de partenaires financiers et ça c'est crucial pour qu'on puisse continuer à développer nos projets. Nous finance tout d'abord différentes collectivités, donc la ville de Marseille, la métropole Aix-Marseille-Provence, le département des Bouches-du-Rhône également, la DREAL, PACA, la Banque des Territoires également. Voilà, et puis également quelques acteurs privés, par exemple des fondations, par exemple des mutuelles comme la Massif. Voilà, et puis ensuite le reste de nos financements sont des appels à projets qu'on va chercher, qu'ils soient français ou parfois européens. Voilà. D'accord, donc vous répondez à des appels à projets. Oui. D'accord, et lorsque, effectivement, ces appels à projets vous permettent d'être rémunérés quand vous répondez aux projets. Ces actions, exactement. Et ce qui est important, c'est que, alors, il y a une partie de nos financements qui sont pour cette animation de réseau, donc tout ce qu'on peut développer avec nos adhérents, mais surtout les projets qu'on monte avec eux. Puisque une des missions de la Cité, au-delà de donner cette visibilité à tous ces acteurs et ces actrices, c'est de pouvoir les aider à monter des nouveaux projets ensemble, et on va sûrement en parler un peu plus en détail, mais dès lors qu'on monte des projets avec des adhérents, c'est aussi pour ces projets-là qu'on va chercher des financements, ce qui permet que les financements bénéficient alors, à la Cité pour payer notre action, mais aussi aux adhérents qu'on a embarqués avec nous. D'accord. Donc vous aidez en fait les acteurs qui sont dans la Cité à répondre à ces projets. Vous les mutualisez pour qu'ils répondent mieux, c'est ça? Oui, c'est ça. Souvent, il y a des projets très intéressants à monter, mais chaque acteur, seul de son côté, a plus de mal, parce tous ces acteurs engagés dans les transitions que tu reçois chaque semaine, tu les connais, ils sont tous déjà très occupés. Donc, à s'y mettre à plusieurs et avec l'aide de la Cité des Transitions pour organiser cette coopération, ça nous permet d'aller monter des projets un peu plus importants et donc d'aller chercher des financements associés. Ce qui fait que ça retombe sur chaque structure et c'est aussi ça l'intérêt. Alors, parle-nous alors des projets auxquels vous avez répondu récemment, plus anciens. Moi, il y a un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle les Parcours Jeunes des 72 heures de l'écologie. Donc, c'est en amont des 72 heures de l'écologie. Je sais que tu as déjà reçu à ton micro Evelyne Cohen-Lemoine, qui est une de nos administratrices et qui avait pu te parler de ce projet-là. Mais les Parcours Jeunes en particulier, l'idée, c'est d'aller accompagner des groupes de jeunes, donc qui sont soit des élèves au sein d'une école, soit des jeunes accompagnés dans une association, par exemple, plutôt des quartiers prioritaires, et de leur organiser sur 6 mois un projet pédagogique où ils vont découvrir ces sujets des transitions écologiques et sociales et où surtout ils vont découvrir des métiers associés à ces filières-là. Donc ça passe par des visites de structures, des rencontres avec des gens qui travaillent dans ces sujets-là, ça passe par des ateliers, des jeux, des balades, enfin ça peut être plein de choses, mais voilà, l'idée c'est que sur 6 mois, sur un thème qu'ils ont choisi, ils puissent avoir ce programme-là, et donc c'est, tu l'as compris, la Cité qui le construit, mais avec l'ensemble de ses adhérents qui ouvrent leurs portes. Donc cette année, on a accompagné presque 100 jeunes sur cette première édition, parce que c'était la première édition des Parcours Jeunes. Et donc c'était 5 groupes de jeunes. Certains ont choisi de travailler sur la qualité de l'air, d'autres ont choisi de travailler plutôt sur le côté propreté, certains sur ce que c'est que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et donc quelles sont les opportunités associées, certains plus sur les sols vivants, et voilà. Et donc nous, derrière, on ouvre les portes de toutes les structures avec lesquelles on travaille et qui vont construire. Qui peuvent répondre à ces projets-là, qui peuvent montrer ce qu'elles font dans ces domaines-là. Absolument, donc ça c'est un exemple de projet. Et peut-être le plus récent, c'est un projet où on a répondu donc en consortium avec 10 structures du réseau, et on a réussi à remporter cet appel à projet et donc d'avoir en fait une mise à disposition de terrains qui appartiennent à la ville de Marseille, qui sont des friches urbaines naturelles, qui sont en fait donc des espaces de nature, les FUN, exactement, cet acronyme génial, sont des espaces de nature qui sont en fait surtout des refuges de biodiversité, qui sont des espaces naturels non gérés, c'est-à-dire on va pas aller tailler les arbres, les machins, justement pour laisser la nature tranquille et laisser cette biodiversité reprendre sa place. Et en fait, donc avec ce consortium, avec des expertises
très variés. On a des gens comme Germe qui travaillent sur la biodiversité, des gens comme la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, des gens comme Culture Permanente, comme les ateliers éco-citoyens qui vont plus être dans la pédagogie également. Bref, avec toutes ces structures-là, on va à la fois donc s'occuper de ces terrains pour justement les préserver et avec des inventaires de faune, de flore et définir vraiment des plans d'action spécifiques. Deuxième volet, on va organiser aussi une concertation citoyenne avec les riverains autour de ces espaces pour comprendre aussi quel est l'usage de ces espaces de nature et qu'est-ce qu'ils voudraient en faire demain, et donc faire en sorte que ces terrains évoluent aussi avec alignés, on va dire, avec les envies des citoyens et des citoyennes. Et troisième volet, on va aussi utiliser ces espaces de nature pour organiser de la pédagogie en milieu naturel, donc pouvoir organiser des sensibilisations pour les citoyens, les citoyennes, pour des écoles, pour voilà, toutes sortes d'occasions en tout cas. Pourquoi pas aussi même que ce soit des terrains d'expérimentation de certaines choses, le tout dans le respect du vivant. Et donc on a réussi à avoir l'ensemble de ces terrains que proposait la ville. C'est 7 friches qui sont mises à disposition dans plusieurs arrondissements de Marseille. Ça représente quelques dizaines d'hectares, j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 25 ou 30 hectares en tout que ça représente, oui, donc c'est assez important. Et pour 4 ans. Donc ça, c'est uniquement parce qu'on s'est mis à 10 qu'on a réussi à pouvoir déployer ce projet-là qui va à démarrer très bientôt. Là, c'est tout frais. Et donc là, c'est un appel à projet. Là, c'est un appel à projet de la ville de Marseille pour la partie terrain. Et là, on a candidaté à d'autres appels à projet pour financer chacune des actions sur ces terrains-là. Donc ça, c'est en cours. On attend des réponses et on croise les doigts, croisez tous les doigts avec nous. Mais donc ces terrains mis à disposition de la ville, vous allez avec les jeunes là, c'est le pas forcément avec l'ensemble des citoyens. L'idée, c'est vraiment de donner cet accès. Vous allez faire un inventaire de la faune, de la flore, etc. Voir comment celle-là elle se développe, comment elle fait pour se maintenir, parce que souvent tu dis que c'est quand même 23 hectares, mais en 7 endroits, donc c'est des petits espaces. Comment elle se maintient, comment elle continue à se développer, etc. Comment on peut peut-être l'aider à la préserver, cette biodiversité, mais parfois la nature aussi fait très bien les choses toute seule. Donc il y a aussi cette décision-là à prendre de parfois simplement laisser la nature faire et de ne pas intervenir. Des fois, l'interventionnisme humain a ses limites. Donc voilà, il y a à la fois cette idée de préserver la biodiversité, mais à la fois de valoriser ces espaces en donnant accès aux Marseillais et aux Marseillaises à ces espaces et en y organisant des choses pour venir découvrir c'est quoi la biodiversité, c'est quoi un sol vivant, comment on profite de cette nature pour être tous sensibilisés à ces sujets. Donc tu vois, ça va être tout cet équilibre à trouver entre la préservation de la nature et la laisser tranquille quelque part, et à la fois pouvoir quand même donner un accès à ces terrains-là. Donc voilà, et l'intérêt, c'est qu'on va avoir une démarche homogène sur ces 7 terrains et coordonnée avec tous ces acteurs-là et avec la ville. Donc c'est vraiment une belle opportunité ça permet de comparer effectivement ces espaces aussi qui sont différents dans la ville, différents lieux de la ville, et de voir comment chacun évolue par rapport peut-être à son environnement. C'est très intéressant, je suivrai ça avec très intérêt. Projet, Tu allais parler d'un autre projet juste après Non, après il y en a d'autres qui sont en cours, on va dire, en préparation. On a un projet autour de la santé environnementale. Voilà, donc il y a différentes choses qui se trament, mais voilà, en tout cas avec nos adhérents, et l'idée c'est aussi de partir des projets de nos adhérents. Nous, la cité, on a vraiment cette philosophie de non-substitution, c'est-à-dire qu'on est au service de nos adhérents, mais si un besoin ressort, mais que quelqu'un dans le réseau le fait déjà, dans ces cas-là, on va plutôt renvoyer vers cette personne-là, ou alors aider cette personne-là à le faire si elle a besoin de quoi que ce soit. Mais ne pas prendre la place. On est déjà suffisamment d'acteurs. Il y a une vraie richesse d'acteurs sur la métropole. On va pas en plus marcher sur les plates-bandes les uns des autres. Donc voilà. Donc c'est typiquement ce projet autour des friches urbaines naturelles. On a aidé à l'impulser. Mais après, on a pris la place que on pensait que les adhérents qu'on devait avoir. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit, en co-construction, et cette dynamique-là, elle est chouette. C'est vraiment ce qu'on a envie de développer, plus de coopération entre ces acteurs qui font déjà plein de choses incroyables. Ah oui, exactement. J'en ai reçu quelques-uns, effectivement. Et oui, tu le sais bien. C'est une grande richesse de voir ces assos qui agissent. Alors, par rapport à la cité des transitions, alors effectivement, Evelyne en avait un peu parlé, mais est-ce que tu peux rappeler comment est née cette idée ? Oui. Alors, je sais que la ville a quand même pas mal aidé, et vous loue le lieu qui appartient à la ville. Oui, le lieu alors, où vous trouvez. Ouais. En fait, donc c'est une idée de la ville au départ de se dire que vu la richesse de cette filière qu'on vient justement de signaler, il y avait un intérêt à
a imaginé une sorte de tête de réseau pour fédérer un petit peu tous ces acteurs. Donc c'était ça l'idée initiale, et donc sur cette idée initiale a été lancée une concertation des acteurs et des actrices, donc des associations, des entreprises, enfin toutes ceux et celles qui étaient impliqués dans cette transition écologique et sociale. Donc cette concertation, elle a dû avoir lieu à peu près au cours des années 2021, 2022. Donc beaucoup d'acteurs ont été interrogés et impliqués et ont donné de leur temps et de leurs neurones pour penser de leur intelligence. Ce modèle, clairement, en se disant, bah voilà, si la Cité des Transitions naît, à quoi elle doit ressembler, comment elle doit fonctionner, quelle mission elle doit avoir, avec quelle gouvernance, etc., etc. Donc tout ceci a conduit à la création de la Cité, donc en fin 2022, donc il y a 3 ans bientôt, avec donc des premiers acteurs qui ont porté ce projet-là, un bureau transitoire finalement, et qui eux ont organisé une élection à proprement parler du tout premier conseil d'administration, et ce tout premier conseil d'administration a été élu en septembre 2023, donc élu par les acteurs de terrain, et donc c'était eux-mêmes des acteurs de terrain qui ont pris cette première gouvernance, et donc ce sont eux qui ont finalement impulsé les toutes premières actions de la Cité des Transitions en septembre 2023, et la plupart d'entre eux sont encore au conseil d'administration aujourd'hui, ce qui est plutôt très positif. Et donc maintenant vous avez atteint un rythme de croisière, on va dire. Alors un rythme de croisière, ça serait vite dit. Donc pour la petite histoire, moi j'étais la seule salariée jusqu'au mois dernier. Donc il y avait beaucoup de choses à développer pour installer la cité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 2 nouveaux salariés qui m'ont rejoint. Donc ça te permet voilà, ça nous permet aussi de répondre finalement aux sollicitations nombreuses qu'on a, et c'est plutôt très bon signe. Voilà, donc rythme de croisière peut-être pas encore, mais en tout cas oui, on va dire que la phase de lancement et d'installation de la cité, on peut dire que maintenant elle est derrière nous, et qu'on rentre dans une phase assez cruciale de confirmation peut-être, et de déploiement de tous ces projets dont on parle, voilà, avec une vraie envie, je pense, de l'équipe et de la gouvernance de continuer à prouver la valeur ajoutée de la cité et le service qu'elle peut rendre. Donc voilà, on a encore des jolis défis devant nous. Je crois que j'avais posé la question à Evelyne et je me souviens plus de la réponse. Est-ce qu'il y a dans d'autres communes, je pense à Lyon, à Paris, est-ce qu'il y a d'autres cités de la transition, ou est-ce que Marseille a créé quelque chose de nouveau? Alors c'est une très bonne question. Il y a des choses qui ressemble, mais je pense que Marseille a créé quelque chose, puisque on va trouver des structures qui hébergent. Donc effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, nous on loue un lieu, un étage de 400 mètres carrés qu'on sous-loue à des structures pour être à plusieurs au même endroit. Donc il y a des structures dans d'autres villes qui font cet office comme ça, un peu d'hébergeur. Tiers-lieu, on n'a pas. Voilà, exactement. Il y a des gens qui, par exemple, comme l'Académie du Climat à Paris, alors qu'il y a une spécificité parce que c'est un service de la ville de Paris, donc c'est un service municipal, mais qui accueille des événements, des formations, etc. Mais de cumuler ces rôles de, on va dire, de plateforme événementielle, de lieux, et surtout d'aide au montage de projets, à la coopération et donc d'accompagnement des adhérents, on n'a pas vu. Alors, on n'a pas la prétention d'avoir tout exploré, mais on n'a pas vu de structure similaire. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de se rapprocher d'un réseau européen de lieux de convergence, c'est le terme qu'ils ont choisi, de lieux de convergence d'initiatives citoyennes pour les transitions. Voilà, c'est la traduction littérale, ça donnerait quelque chose comme ça. Et donc, c'est intéressant parce que justement, on va pouvoir être en contact, si ceci aboutit, c'est en cours, on va pouvoir être en contact peut-être avec d'autres lieux en Europe aussi qui ont l'une ou plusieurs de ces fonctions, et donc pouvoir échanger aussi nos bonnes pratiques, et c'est intéressant. Bien sûr, je vous en dirai plus. C'est passionnant. Oui, tu as évoqué les 72 heures de l'écologie. Rappelle-moi à quelle date ça se passe. Alors, donc les 2 premières éditions, donc 2024 et 2025, ont eu lieu en juin. Là, pour 2026, on change un peu le calendrier. Ce sera du 24 au 26 avril 2026. Là, c'est un scoop. On l'a pas annoncé encore. Scoop Radio JM. Et donc, c'est un grand événement pour justement montrer tout ce que fait déjà cette filière, tout ce qui marche déjà en matière de transition écologique et sociale, et dans plusieurs villes de la métropole. Donc vous pouvez regarder sur notre site, vous avez des vidéos qui vous retracent un petit peu ce qui s'est passé sur les dernières... Tu peux donner le site alors? Oui, c'est tout simplement citédestransitions.org, tout attaché.
Et voilà, donc la prochaine édition des 72 heures de l'écologie en avril 2026, si vous souhaitez y participer parce que vous avez quelque chose à montrer, dites-le nous. Et si vous souhaitez y participer en tant que participant, notez la date d'ores et déjà. Très bien. 1500 personnes l'année dernière cette année, en juin, sur Marseille et Aubagne. C'était avec plus de 100 événements en parallèle sur les 3 jours. Très bien. Écoute, normalement en avril, je serai à Marseille. Je participerai comme les 2 années précédentes. Tu as dit donc le nom du site. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs de Radio JM sur comment agir dans cette transition? Qu'est-ce qu'il faut... Oui. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, l'avantage, c'est que, par exemple, si vous vous baladez sur le site de la Cité des Transitions, vous allez avoir un annuaire qui contient près de 300 structures que vous pouvez filtrer par thématique. Je m'intéresse à l'alimentation, aux mobilités durables, à l'énergie, à la participation citoyenne, à la santé, au sport éco-responsable, etc., etc. Vous allez trouver des structures qui en parlent. Donc, c'est l'occasion déjà de découvrir, peut-être d'aller les voir. Et vous avez également un agenda des événements qui parlent de tous ces sujets-là. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est si vous avez envie de vous intéresser ou pourquoi vous impliquer sur un sujet, commencez peut-être par regarder là, par participer à des événements. C'est assez facile, pas très engageant, et ça vous permet de faire des rencontres, de comprendre ce qui existe déjà, et peut-être de venir grossir les rangs de ces entreprises ou de ces associations qui sont impliquées. Donc ça peut être un début. Et si vous avez des projets très spécifiques, n'hésitez pas à nous écrire. On en parle. Je présume qu'il y a une fiche contact sur le site, ils prennent contact. Écoute, je crois qu'on arrive au bout de l'émission. Tu as dit donc le site de la cité des transitions.org. Le lieu, l'adresse... C'est au 47 rue Chappe, dans le 4e arrondissement de Marseille. D'accord. Et donc, si vous êtes intéressé, si vous avez envie de vous impliquer dans une transition, vous avez vu des transitions, il n'y a pas que la transition écologique, sociale, santé... qu'est-ce que j'oublie? Démocratique, économique, tous ces sujets-là. J'arrête pas de répéter, on est à la fin d'un monde, peut-être pas la fin du monde, mais à la fin d'un monde. Et d'un modèle. Qui prend du temps pour mourir et laisser la place à un nouveau monde plus participatif, plus démocratique, plus écologique, inclusif, etc. Durable aussi. Est-ce que tu as un livre ou une idée ou une phrase à partager à nos auditeurs? Il nous reste une petite minute. Alors, moi, en ce moment, je lis... alors, c'est connu, mais je lis Ralentir ou périr de Timothée Paric. D'accord. Je crois que j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu. Qui donne des points de vue intéressants sur comment changer nos habitudes et sur aussi tout ce qui n'est pas monétarisé dans notre société et qui est pour autant très important. Alors, on parlait d'associations, ça peut être des exemples, mais de liens sociaux, de plein de choses. Et alors voilà, dans ce livre, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, des choses avec lesquelles je suis moins, mais en tout cas, ça pose beaucoup de réflexions et de principes qui remettent un peu en question justement nos modèles dans ce monde dont tu parlais. Et je trouve que ça fait du bien, ça me donne des nouvelles idées, je trouve. Ça rend positif dans ce monde un peu... Ça rend positif et ça nous interroge sur notre rapport à la consommation et à la monétarisation de nos liens. Donc voilà, et puis évidemment à la décroissance, puisque lui c'est de ça dont il parle, mais de la décroissance, voilà, et les différentes façons de faire de la décroissance, c'est intéressant d'aller explorer tout ça, je trouve. Redis le titre. Ralentir ou périr de Timothée Paric, qui est un économiste français. Marianne, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir échangé tout ça. Merci Sam. Auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission et un nouvel acteur de notre territoire. À bientôt. Au revoir.